Et donc la transition est toute faite avec le plus new-yorkais des Français ou plus français des new-yorkais, je ne sais pas comment, comment on doit dire, Jean-Frédéric Colombel, que vous connaissez tous, qui maintenant travaille au Mont Sinaï à New York. Jean-Fred, c'est un plaisir de t'avoir avec nous. Et donc la parole est à toi pour nous parler pollution et Mickey. Merci. Est-ce que vous voyez mes diapos? Oui, Parfait. Très bien. Donc, bonjour à tous. Je suis très content d'être avec vous, même virtuellement. Alors, je vais vous parler de pollution et Mickey. D'emblée, c'est un sujet qui est très intéressant, mais vous allez voir que même si tout le monde est intéressé intuitivement, on voudrait penser que ça joue un rôle. Il faut être très prudent car les données sont encore extrêmement préliminaires. Alors pourquoi? Bon, je vais passer très rapidement sur ces diapositives parce que finalement, c'est des espèces de corrélations. Les pédiatres connaissent bien ça, donc quand on voit maintenant la distribution des maladies dans le monde et l'expansion de ces maladies dans le monde, une hypothèse possible est que c'est associé effectivement à une augmentation de la pollution. Mais on pourrait faire cette même hypothèse pour d'autres facteurs, notamment l'alimentation, bien sûr. Alors, il est clair que on est exposé, vous êtes exposé quand vous êtes assis là dans cet amphithéâtre à de nombreux facteurs de pollution. On sait que la pollution explique un pourcentage relativement important de décès dans certaines parties du monde. Tout le monde a entendu parler de ces nouveaux continents, de ces vortex qui se développent. Il y en a actuellement 5, à ma connaissance, recensés. Donc, c'est des continents de plastique. C'est assez effrayant si vous les croisez lors d'une navigation comme par exemple dans le Vendée Globe. Et si vous allez sur la plage, moi qui habite Vimereux pendant l'été, quand je vais sur la plage, vous prenez juste un petit tamis et c'est c'est ce que vous allez trouver. Et puis tous les jours, comme vous le savez, aussi bien dans notre alimentation que dans notre habillement, etc., on est soumis à des contraintes environnementales. Et sans oublier la poêle Tefal, bien sûr. Alors, et l'exposition aux polluants utilisés, herbicides, fongicides, qui sont utilisés notamment dans l'agriculture. Alors, je vais vous présenter quelques données sur certains polluants qui pourraient jouer un rôle dans les maladies inflammatoires. Je suis extrêmement prudent. On a commencé de très nombreuses études avec des nouvelles cohortes au Mont Sinaï en collaboration avec l'Institut d'Exposomique. Les données encore sont très très préliminaires, mais c'est juste pour vous montrer comment on peut commencer à aborder ce problème. Alors les PFAS, tout le monde en a entendu parler, ce sont les substances per et polyfluoroalkylées, ce qu'on appelle les polluants éternels. Pourquoi ils ne se dégradent pas? Eh bien, c'est à cause de cette liaison carbone-fluor qui est indestructible et qui fait finalement que ces polluants finalement restent dans l'environnement, quel que soit ce qui arrive. Alors, vous avez sûrement vu, il y a de nombreux articles qui sont parus aussi, j'ai vu récemment dans la presse française sur les PFAS, PFAS qui sont donc ces composants indestructibles qui sont présents dans l'alimentation, mais aussi dans les anti-adhésifs, dans les ignifuges, dans les anti-taches, dans les imperméabilisants. Ils sont résistants aux fortes chaleurs, donc ils sont présents partout dans notre environnement. Alors, les PFAS, c'est un domaine extrêmement complexe. Je vous ai représenté ici une carte, une espèce de cartographie des différents PFAS, tels que présentés par l'agence américaine sur l'environnement. On peut classer les PFAS en deux catégories, ce qu'on appelle les PFAS legacy, c'est-à-dire qui sont là depuis extrêmement longtemps, tels que le PFOS, le perfluorooctanosulfate, le PFA, le octanoïque acide, pardon. Mais tous les jours, il y a des nouveaux PFAS qui sont synthétisés. Donc, c'est-à-dire, ça rend le problème extrêmement complexe parce qu'on ne peut pas imaginer étudier ces PFAS au niveau individuel. Donc, c'est un des premiers obstacles, et je vous en montrer, il y en a beaucoup dans l'étude de ces polluants, c'est que c'est très difficile de les mesurer dans des échantillons biologiques.
on peut mesurer de manière individuelle les legacy PFAS, mais très souvent, maintenant, ce qu'on fait, c'est qu'on mesure les PFAS comme un mélange. En fait, c'est un mélange de PFAS qu'on mesure dans les échantillons. Alors, on en a parlé tout à l'heure. Bon, la cohorte de William, cette cohorte GEM est absolument extraordinaire. Nous, on a d'autres cohortes, et notamment cette cohorte que vous connaissez, qui est une cohorte également remarquable, qui est celle de l'armée américaine. Rapidement, vous le savez, depuis les années 80, le dépistage du sida a été rendu obligatoire chez les recrues qui entrent dans le service militaire américain. Ils doivent donner leur sang tous les 2 ans et ce sang est stocké dans ces espèces d'immenses entrepôts, comme vous le voyez sur la droite, où il y a actuellement en fait plus de 60. Maintenant, il y a 80 millions d'échantillons. Et bien sûr, parmi toutes ces recrues, le plus souvent des hommes, le plus souvent blancs, mais qui sont jeunes, à l'âge de 18 ans, eh bien certains vont développer un diabète, une maladie de Crohn, une polyarthrite, une sclérose en plaques, etc. Donc c'est une ressource exceptionnelle et unique au monde, parce que vous pouvez lier ici cette ressource, cette biobanque, avec les données médicales de l'armée qui sont très bien tenues, c'est-à-dire que dès qu'une recrue est malade, eh bien ceci est enregistré et vous avez accès à toutes ces données de santé. Donc en faisant cette liaison, vous pouvez, par exemple, si vous le demandez, avoir accès à des échantillons de malades donc, qui ont développé une maladie de Crohn ou une autre maladie au diagnostic, mais aussi grâce à ce stockage 2 ans avant, 4 ans avant et jusque 10 ans avant. Et vous pouvez faire une étude cas contrôle, puisque bien sûr, il y a des contrôles. Et donc, c'est une étude, c'est un modèle extraordinaire parce que je pense que c'est le seul qui permet de tracer l'évolution des biomarqueurs au cours du temps. Alors, il y avait une question tout à l'heure intéressante sur les autres maladies associées. Et pour le moment, on s'est intéressé au Mickey, mais on est en train d'avoir accès aux mêmes échantillons de l'armée pour de multiples maladies immunitaires, la sclérose en plaques, la polyarthrite, etc., parce que je suis certain qu'on va trouver des liens entre ces maladies. Alors, donc, dans ce cadre de cette étude PREDICT, on a fait une analyse pilote, c'est très compliqué, où on a pris les échantillons, donc comme je vous l'ai dit, au diagnostic, 2 ans avant, 4 ans avant, 10 ans avant, 25 malades qui ont développé une maladie de Crohn, 25 une RCH et puis des contrôles. Et donc on a mesuré les PFAS comme un mélange, une mixture, grâce à des techniques assez complexes de chromatographie liquide et de spectrométrie de masse, pardon. Et donc on a analysé la liaison entre la présence de ces PFAS et le développement d'une maladie de Crohn ou d'une RCH. Donc, vous voyez, 1 an avant, 2 ans avant, 4 ans avant, 6 à 10 ans avant. Et ce qu'on a trouvé, c'est qu'à la fois dans la maladie de Crohn et dans la RCH, le fait d'être exposé à ces PFAS jusque 10 ans avant, ou plutôt d'avoir les PFAS dans le sang jusque 10 ans avant, est un facteur de risque de développer une maladie de Crohn. On est en train de valider ces données qui sont préliminaires sur un nombre d'échantillons supérieur. Alors, une autre cohorte qu'on étudie aussi, qui est très intéressante, parce que vous savez, et Jean-Pierre est là dans la salle, il pourra sûrement commenter l'importance des facteurs de la petite enfance, parce que la petite enfance, l'adolescence, car c'est là probablement que le risque est modulé. Et donc, on a eu en fait cette idée de avoir accès aux cartes Guthrie. Vous savez, ce sont les cartes qui ont été créées initialement par le docteur Guthrie, dont la nièce était atteinte d'une phénylcétonurie, pour mesurer le risque de maladies métaboliques chez le bébé, donc grâce à ce prick test que probablement tous vos enfants ont eu. Donc l'idée, c'est que toutes ces cartes, ce qu'on appelle des tests de sang séchés, sont en fait stockées et disponibles. Et en fait, même si la quantité est petite, ce qui est une limite, vous pouvez, grâce à ces échantillons, eh bien, faire des études génomiques, métaboliques, etc., etc. Donc, on a commencé à avoir accès à la fois en France et au Danemark à ces cartes et on est en train de regarder
si la présence de PFAS et d'autres études peut prédire vraiment dès l'âge, enfin dès la naissance, l'apparition d'une maladie. Et comme l'a dit Jean-Pierre également, c'est parfois difficile de prédire l'apparition d'une maladie, mais on peut utiliser des surrogates, c'est-à-dire des espèces de marqueurs d'apparition de la maladie, comme la calprotectine, qui est déjà un marqueur d'une inflammation présente. Et dans cette étude préliminaire encore, on a vu que en mesurant les PFAS comme un mélange dans les cartes Guthrie, eh bien, il y a une association avec la calprotectine à 1 an, 3 ans. Donc ceci, c'est chez les bébés. Donc voilà, des données préliminaires, c'est juste pour vous montrer un peu ce qu'on peut faire. C'est un modèle d'étude qui est assez intéressant. L'interprétation, il faut être extrêmement prudent sur ces données. Alors les pesticides, tout le monde est intéressé. Je suis très content que Mathurin soit là. Donc historiquement, vous savez, quand j'étais impliqué dans cette cohorte Epimad à sa naissance, et je suis très heureux de voir maintenant le développement qui arrive. Et c'était cette étude qu'on avait fait très longtemps, il y a déjà très longtemps avec Corinne Gower, où on avait essayé de voir s'il y avait des clusters, des foyers de maladie de Crohn ou de RCH, et je passe là-dessus parce que je sais que Mathurin vous en a parlé. Ce qui est intéressant, et il suffit de prendre sa voiture et de passer ici pour voir que l'environnement est très différent. Et ces zones rouges, ce sont des zones, bon, bien sûr, c'est associations qui sont des zones d'agriculture intense. Et on a reproduit ça dans une étude au Danemark, utilisant en fait le même principe, et où on a regardé les différentes zones géographiques au Danemark associées à la présence de cas de maladie de Crohn ou de RCH, et on a donc pu montrer qu'un des facteurs de risque de maladie de Crohn, c'était ces zones d'agriculture intensive, alors qu'être ici dans des espaces verts, même, vous voyez ici, les zones très très protégées, finalement, seraient plutôt un facteur de protection. Donc ça va très bien avec notamment les données d'Epimad. Alors, les pesticides, donc on s'est engagé aussi donc, dans l'étude de ces pesticides, sachant donc que c'est également extrêmement complexe. Même chose, le même principe, cette étude pilote, je vous en ai parlé, le même modèle, donc avec les 4 échantillons préliminaires, 25 sujets par groupe, et on mesure, grâce à une plateforme de Exposome, on mesure un très grand nombre de composés chimiques qui sont annotés par des techniques de chromatographie gazeuse et de spectrométrie de masse. Et donc, en fait, on a pu identifier 20 composés chimiques qui étaient associés au risque, mais encore une fois, comme une mixture. Et ici, vous voyez les résultats donc dans la cohorte prédicte. Alors ici, ce qui est intéressant, c'est qu'en fait, ce qui est significatif, à la fois dans la maladie de Crohn et dans l'RCH, c'est pour ça que je vous parlais de l'intérêt de cette étude longitudinale, c'est uniquement une association qui est trouvée 6 à 10 ans avant l'apparition. Alors, à interpréter avec prudence, petit échantillon, mais ça voudrait dire que c'est peut-être quelque chose qui arrive très précocement dans le développement de la maladie. Alors, parmi tous les composés chimiques qui ont été mesurés, celui qui contribuait le plus au risque est ce qu'on appelle le hydroxybiphényl, qui est un pesticide qui est utilisé dans l'agriculture comme un fongicide, en fait. Alors, le gros problème, c'est que vous allez me dire tout de suite, tout ça c'est bien beau, mais c'est des associations, mais quel est le mécanisme possible? Et là, je n'ai pas de réponse, c'est extrêmement complexe. Alors, il y a un papier qui est assez impressionnant, publié dans Nature en 2022. Je ne peux pas vous le résumer, ce papier fait plus de 50 pages. En fait, c'est un modèle qui a intégré toutes les données que l'on connaît sur des composés chimiques en croisant avec les gènes d'intérêt des maladies inflammatoires et les voies de développement qui sont proposées par ces gènes d'intérêt, une présélection des candidats potentiels pouvant interférer avec ces voies, et puis une présélection des composés chimiques qui pourraient être importants,
et une validation de ces composés chimiques dans des modèles qu'on connaît, qui sont des modèles qu'on utilise, des modèles animaux pour les maladies inflammatoires, notamment le zebrafish, et puis des modèles murins. Alors, encore une fois, c'est une espèce d'étude intégrée. Il faut lire le papier pour comprendre tous les liens possibles et les développements. C'est très impressionnant. Ils ont finalement pu définir une liste de 20 candidats qui sont prédictifs de développement d'une inflammation. Et vous avez la liste ici de ces candidats. Et ils ont validé ces différents candidats, encore une fois, dans des modèles animaux. Ici, c'est le modèle zebrafish exposé au TNBS. Et ils ont montré, par exemple, que le propisamide était un des facteurs qui était associé le plus au développement de l'inflammation. Alors, le mécanisme n'est pas connu, mais on sait que que le propisamide interfère avec le récepteur aryl hydrocarbone, qui est de qui est de grand intérêt également sur le plan thérapeutique et qui est impliqué dans la suppression d'une réponse pro-inflammatoire. Juste pour vous dire, vous voyez, c'est le genre d'étude qui va permettre de passer de l'association au mécanisme. Alors, je poursuis avec les microplastiques. Tout le monde en parle, même chose, donc je passe rapidement. Vous savez qu'ils sont partout, à la fois dans l'alimentation, dans vos vêtements, etc. On en consomme et on est en contact tous les jours avec ces microplastiques. Alors, ça, c'est un papier qui a fait beaucoup de bruit l'année dernière, le papier de Kian, parce que il nous a dit, maintenant c'est pour ça que j'utilise un container métallique pour mon eau, l'importance des microplastiques dans l'eau que l'on consomme dans ces petites bouteilles. Et vous voyez par exemple ici, dans le carré du milieu, c'est le nombre de particules de plastique dans trois différentes marques d'eau et avec différents types de polymères de plastique. Par exemple, donc, vous voyez ici, il y a le polyamide PA, le polypropylène PP, le polystyrène. Donc, si vous êtes en train de boire de l'eau dans votre bouteille plastique pour le moment, sachez que c'est ce que vous ingérez. Alors, cette étude a fait beaucoup parler d'elle parce que, encore une fois, bon, tout le monde parle des microplastiques, mais est-ce que ça joue vraiment un rôle? C'est une étude pas du tout dans le cadre des maladies inflammatoires, mais dans le cadre des maladies cardiovasculaires. Ces chercheurs italiens ont en fait procédé à des endartérectomies des plaques d'athérome de la carotide et ont recueilli donc ces plaques et ont étudié la présence de microplastiques dans les plaques. Et ils ont séparé les malades entre malades avec microplastiques dans les plaques, donc qui sont les plaques d'athérome dans la carotide, ce qui est assez incroyable quand même. Et ils ont montré que dans ces plaques, ceux qui avaient des microplastiques, il y avait une augmentation de certaines cytokines pro-inflammatoires comme le TNF, l'IL1, l'IL6. Et puis, ils ont bâti un espèce de score prédictif de développement d'un événement grave, un accident vasculaire cérébral, un infarctus ou la mort. Et ils ont montré que les malades dont les plaques d'athérome étaient finalement colonisées par ces microplastiques avaient un risque accru donc d'événements graves. Alors, dans les maladies inflammatoires, c'est encore très préliminaire. Il y a cette étude chinoise qui a comparé les concentrations de microplastiques et la taille des microplastiques dans les selles. C'est une petite étude, et vous voyez, bon, qui montre une concentration accrue et plutôt une taille de microplastique qui est en fait réduite dans les échantillons de patients atteints de maladies inflammatoires. Alors, c'est très compliqué. Et j'ajoute une autre couche finalement à la complexité de ces études parce que mesurer les microplastiques dans des échantillons biologiques, c'est très difficile. D'abord, bien sûr, éliminer, donc plus possible de recueillir dans des échantillons plastiques. Il faut que ce soit en verre ou en métal. La préparation des échantillons passe par 5 étapes, vous voyez ici, qui sont extrêmement complexes. Et les méthodes de détection, je vous passe les détails, sont également extrêmement complexes.
et elle varie en fonction de la taille des plastiques que vous voulez étudier. Tout ça pour vous dire que si vous voulez faire une étude sur les microplastiques, notamment dans les maladies inflammatoires, par exemple en collectant des biopsies, eh bien, il va falloir premièrement être sûr que les échantillons ne vont jamais toucher, si vous voulez, le plastique, par exemple. Donc, et puis après, il faut avoir accès à toute cette plateforme. Donc, c'est très compliqué. Alors, on a commencé une autre étude qui est une étude planète. On s'intéresse beaucoup aux bébés et à leur maman. Donc, en fait, c'est une étude qui est branchée sur une autre étude qu'on a en place depuis plusieurs années, où on étudie en bas, vous le voyez, des mamans qui sont atteintes de maladies inflammatoires et des mamans contrôle. Et on recueille chez ces mamans, bon, il y a plusieurs questionnaires, et puis on recueille les selles, le sang, la salive. À la naissance, on collecte le placenta, le sang de cordon, et puis on suit les bébés très régulièrement dans les selles. On a une collection de couches, je pense, qui est la plus impressionnante au monde, puisqu'on a maintenant plus de 300 bébés dans les deux groupes, et on a donc accès à ces selles des bébés. Donc l'étude Planète, en fait, c'est une étude qui va chercher à voir s'il y a un lien entre la présence des microplastiques chez la maman et chez le bébé et le développement, pas d'une maladie inflammatoire, parce que ce sont des bébés, mais de marqueurs inflammatoires. Et ça, c'est les premiers résultats vraiment très préliminaires chez la maman. Vous voyez, c'est 11 mamans. Et vous voyez ici ce qu'on a déjà détecté, donc les différents plastiques qu'on peut détecter donc, dans les selles de mamans atteintes de maladies inflammatoires. Et on a fait cette corrélation extrêmement prudente, très peu d'échantillons entre la calprotectine fécale et l'abondance des particules de plastique. Et bien sûr, maintenant, on est en train d'étudier ce qu'on va trouver chez les bébés. Alors, même chose, tout ça, c'est des associations. Quel est le mécanisme? Donc là, on a d'autres études en cours. On peut faire l'hypothèse qu'après cette exposition à de multiples microplastiques, ils arrivent dans votre tractus gastro-intestinal, ils peuvent induire des modifications du microbiome, une inflammation, ils peuvent être en cause dans l'augmentation de la perméabilité intestinale que William a mentionné, et puis ils peuvent également passer dans le sang et avoir donc des effets systémiques. Et puis finalement, une autre cohorte encore, une autre type d'étude qu'on fait également au Mont Sinaï, qui est quelque chose qui est assez intéressant, qui est basé sur l'étude des dents. Donc les dents qui sont collectées, donc je sais même plus comment le dire en français, c'est les deciduous teeth, donc qui sont collectés à la chute des dents et que vous collectez chez les bébés, et vous pouvez collecter des dents de bébés, enfin des dents qui ont été gardées de bébés qui ont développé une maladie inflammatoire et de bébés contrôle. Et c'est ce que Johanna Torres a fait dans une première étude au Portugal et qu'on est en train d'étendre sur d'autres pays avec un nombre de sujets beaucoup plus important. Mais sachez que par dissection laser des différentes couches de la dent, on peut avoir accès non seulement aux polluants auxquels vous avez été exposé depuis le deuxième trimestre de la grossesse, mais également quand vous avez été exposé à ces polluants. Et dans une première étude préliminaire, il y avait 25 enfants atteints de maladies inflammatoires, enfin qui ont développé une maladie inflammatoire et des contrôles. On avait notamment montré qu'il y avait une association entre une exposition au plomb, et vous voyez ici la date jusqu'à la naissance, une exposition au plomb et le développement d'une maladie de Crohn. Encore une fois, préliminaire, mais c'est en cours et je pense qu'on va avoir des données maintenant sur plusieurs centaines d'enfants, car cette habitude de garder les dents est très présente dans certains pays, c'est très intéressant, notamment au Portugal, et on est en train d'étendre au Brésil, qui sera très intéressant parce qu'on aura des données d'Amérique du Sud, donc tout à fait différentes. Alors, comment mettre tout ça ensemble? Bah, c'est très compliqué. On est exposé tous les jours, vous voyez, à des multiples polluants. Il y a un effet cumulatif, il y a cet effet de multiple hit. Donc, à quel moment ces microplastiques pourraient intervenir? Probablement que tout ça converge pour
modifier la fonction de la barrière intestinale et le système immunitaire. Qu'est-ce que ça veut dire en pratique? Ben, pour le moment, c'est là, et on en parlait tout à l'heure dans les essais de prévention, au niveau individuel, essayer d'exposer, notamment peut-être chez les enfants, l'exposition, mais c'est très difficile, quasiment impossible. Et puis, ça peut avoir bien sûr des implications au niveau du contrôle de l'environnement, mais ça, ce sont des politiques nationales, voire internationales. Alors, pour les essais de prévention, j'en parle rapidement. En fait, il y a différents niveaux de prévention, mais je préfère vous montrer cette diapo-là. En fait, la prévention au niveau d'une population, eh bien, c'est là où la pollution pourrait être importante. Vous voyez, avec toutes ces données sur le tabac, l'alimentation, on a parlé, la pollution. Donc, tout ça, ce sont des données qui pourraient être utiles dans la prévention au niveau d'une population, notamment dans l'adolescence et dans la petite enfance. Mais, comme on l'a dit aussi, pour un essai de prévention, nous on pense, et c'est ce qu'on est en train de développer, c'est plutôt la création d'un modèle prédictif chez des personnes à risque et, comme l'a dit William, notamment chez des personnes, chez des parents du premier degré, où on peut intégrer des données multiomiques pour bâtir un score prédictif. Et c'est ce qu'on est en train de faire, c'est-à-dire que bon, on se concentre sur les parents du premier degré. Encore une fois, on est en train de bâtir un score prédictif sanguin et les sujets qui seront à haut risque. Si le risque paraît lointain, là, on peut probablement proposer des interventions low risque. Mais si le risque paraît proche, si on arrive à dire, bah, écoutez, grâce à ce modèle, dans les 2 ans, votre risque de développer une maladie de Crohn est de 80%, pourquoi pas envisager une intervention plus agressive, voire avec des traitements immunomodulateurs. Donc, ce type d'étude arrive et comme l'a dit Mathurin, on va commencer bientôt en Europe une très grosse étude avec le recrutement d'une cohorte de 10 000 parents du premier degré pour essayer de réaliser le premier essai de prévention. Pour conclure, vous voyez, bon, il y a des données, il y a une évidence indirecte, mais c'est très difficile. Les cohortes, il faut qu'elles soient appropriées et toutes les cohortes dont on a discuté aujourd'hui, on a insisté sur les problèmes, bien sûr, sur les possibles faiblesses. Les technologies sont très compliquées. Encore une fois, beaucoup d'associations, mais comment passer à la cause, à la démonstration d'un effet causatif, et puis comment finalement utiliser toutes ces données pour la prévention, puisque c'est bien sûr c'est ça pour lequel vous êtes intéressé. Et il est clair, et William l'a dit, et beaucoup de personnes l'ont dit dans la salle, que personne ne va y arriver tout seul, c'est des collaborations internationales. Voilà, donc je remercie donc toutes les personnes de mon groupe, et notamment Manassi Agrawal, qui mène vraiment toutes ces études au Mont Sinaï sur le rôle de la pollution dans les maladies inflammatoires, et toutes nos agences qui nous supportent. Merci beaucoup. Est-ce qu'il y a des questions dans la salle? Mathurin. Jean-Fred, merci beaucoup, c'est Mathurin. J'ai une question qui est un peu naïve, mais on a l'impression qu'on est donc exposé à des polluants de façon de plus en plus importante. Et à l'inverse, on a l'impression qu'on a des données dans les pays scandinaves qui montrent que l'incidence se stabilise, ou voire même diminue peut-être un peu, ou l'augmentation qu'on a vue au cours des dernières décennies, elle se stabilise. Et ce qu'on a l'impression de voir aussi dans Epimad, même s'il faut confirmer les choses. Et donc, comment on peut peut-être expliquer ça? Est-ce qu'on peut imaginer qu'il y a des phénomènes aussi adaptatifs à des toxiques qu'on rencontre tous les jours? Oui, c'est une très bonne remarque. C'est une très bonne remarque, Mathieu. Alors peut-être que certains groupes sont plus à risque, et notamment dans Epimad, corrige-moi si je me trompe, mais vous observez quand même une augmentation de l'incidence dans la population jeune. Encore, donc qui a peut-être été plus exposé finalement compte tenu des changements récents dans l'environnement. Il y a des phénomènes adaptatifs si tu veux possible. Et puis c'est clair que encore une fois c'est
c'est pas un phénomène unique, hein. C'est-à-dire qu'il y a de très nombreux facteurs qui peuvent intervenir. Et voilà, donc je pense que c'est pas la pollution en gros qui cause, si tu veux, la maladie de Crohn. Mais il y a des données intéressantes qui montrent que ça peut être un cofacteur, peut-être dans certains groupes, peut-être que c'est un facteur qui déclenche l'apparition de la maladie chez des sujets qui sont à risque pour d'autres raisons. Et puis à un moment, imagine qu'ils sont exposés massivement à des facteurs de pollution, peut-être qui peuvent déclencher une maladie inflammatoire, peut-être certains groupes professionnels, et c'est des travaux qui vont peut-être montrer ça. Voilà. Merci, c'est Nadine. Merci beaucoup, Jean-Fred, pour ce super exposé. Tu as évoqué le problème de l'effet des polluants sur la barrière intestinale, avec l'idée de AHR, d'ailleurs, qui du coup fait peut-être... Et quel est le lien entre polluants et microbiote? Qu'est-ce qu'on a à la fois sur la capacité du microbiote à détoxifier? Parce que, encore une fois, pour rappeler cette étude qui était en cours à Berne, où effectivement, ils étudiaient les effets de la capacité du microbiote, à la fois du sol et de différents... Microbiote One Health, à détoxifier l'arsenate. Donc, est-ce qu'il y a des études en cours sur ces liens-là? Oui, alors, bonjour Nadine. Tu sais, tu connais ça sûrement mieux que moi. On est en train de faire des études ici sur des modèles murins avec certains composants, notamment les composants qu'on a vus étant peut-être prédominants. Notamment, tu sais, cette étude là que tu pourrais commenter sûrement mieux que moi, cette étude de Nature, notamment avec, si tu veux, le pyrizamide. C'est en cours, mais pour le moment, j'ai pas de réponse sur ça. Peut-être que William est en train d'étudier ça aussi, mais je ne peux pas te répondre pour le moment. Est-ce que William, tu as un commentaire, William? On n'a pas encore commencé ce genre d'études pour regarder quelle est la capacité du microbiote à moduler la toxicité de ces éléments. Jean-Pierre, une question. Merci Jean-Frédéric. Je me disais que finalement, là, on part tous azimuts, ce qui est très bien, hein, c'est l'exposome, mais on peut peut-être quand même réduire un peu la complexité en recherchant l'histoire de ces polluants, c'est-à-dire qu'il y a peut-être des polluants qui sont parus très nettement après l'apparition des Mickey et qui, bon, a priori, peuvent être exclus, je dis bien a priori, hein, toute réserve. Ouais. Donc un travail d'historien, il y en avait un ce matin, je ne sais pas s'il est encore là, associé à ce travail serait peut-être pas mal. Ouais, c'est une très bonne idée. Si on pouvait, même à l'échelle d'un pays, tu vas voir, parce que quand l'exposition aux polluants a commencé, même en France, par exemple, je pense que ça pourrait être peut-être fait dans le cadre d'EpiMAD, hein, c'est-à-dire faire une corrélation entre l'apparition dans le temps de l'augmentation de l'incidence et puis ce qui s'est passé au niveau géographique et au niveau historique, finalement, dans le développement des polluants. Oui, c'est une très bonne idée. David? Bon, Jean-Fred, tu es en pleine forme, hein, bravo. C'est toujours un plaisir de t'écouter, toujours plein d'idées. Je te demande une prophétie. Il y a 20-25 ans, avec Jean-Pierre, là, vous aviez travaillé, découvert Node 2, enfin voilà, on pensait qu'on allait tout régler. On est 25 ans plus tard, on se pose des nouvelles questions, et puis le nombre de cas continue à augmenter. Donc ça serait quoi, toi, ton idée sur comment est-ce qu'on peut diminuer, c'était la question qui était donnée tout à l'heure, le nombre de cas de patients de maladie de Crohn, éviter les maladies, c'est quoi? C'est la prévention primaire, l'alimentation, c'est identifier les patients en risque, les traiter, c'est les deux? La première chose, David, et tu sais comme moi, la première chose, le temps dans la maladie de Crohn, le temps, c'est l'essence. Le temps, c'est le plus important. Et si je voulais dire ce qui est le plus important, c'est-à-dire c'est de traiter la maladie le plus tôt possible. Donc même pour le moment, parlons du traitement au diagnostic, ce qui est déjà pas fait. Donc ça, bien sûr, c'est un petit peu en dehors de ta question, mais commençons par traiter les malades le plus près possible après le diagnostic, c'est-à-dire augmenter la connaissance de cette maladie, et l'AFA contribue énormément pour ça.
pour pouvoir débuter les traitements le plus précocement possible. Tu as vu l'étude Profile, c'est spectaculaire, c'est-à-dire qu'on parle d'un plateau, mais le plateau, il est à 80%, il n'est pas à 40%. Quand on commence les traitements très précocement, on peut contrôler la plupart des maladies. Alors après, moi je pense pas mal à ces études recherchées chez des sujets, par exemple, qui ont des symptômes un petit peu atypiques. Est-ce qu'il y a déjà des marqueurs inflammatoires? La calprotectine, William en a parlé. Peut-être si on développe un score sanguin, on pourrait appliquer ce score sanguin et peut-être dans un premier temps, pas chez toute la population, mais chez des populations, par exemple, qui consultent pour des symptômes un petit peu atypiques. Et on sait que dans la maladie de Crohn, il y a très souvent un délai important entre l'apparition des premiers symptômes et le diagnostic. Tu sais, souvent ça nous arrive quand on questionne les malades, ah bah oui, il y a 1 an, j'avais un petit peu mal au ventre. Tu vois, si on pouvait capter également tout ce groupe de malades et les amener au traitement précoce, ce serait vraiment déjà énorme. Et puis finalement, les essais de prévention, et là, William a tout à fait raison, et c'est ce qu'on fait. On ne peut pas envisager une prévention pour le moment au niveau de la population générale. Il faut développer le modèle de prévention dans un premier temps chez des sujets à risque, c'est-à-dire, comme l'a montré Jean-Pierre il y a très longtemps, les sujets qui sont plus à risque, c'est les parents du premier degré, encore plus dans les familles multiplexes, c'est cette population de choix. Donc suivre cette cohorte de sujets à risque et essayer de développer chez ces sujets à risque, parce que le risque par lui-même n'est pas suffisant, des outils qui permettent de prédire chez ces sujets à risque, dans les années qui viennent, 2 à 3 ans qui viennent, le risque de développer est de 90%, 95%. Et là, commencer des essais d'intervention. Et là, tu vas me poser la question avec quoi? Et je ne sais pas encore, parce qu'il y a de multiples pistes. William a parlé de l'alimentation. Il y a des pistes très intéressantes sur les glycanes. Et on va probablement commencer un essai avec William aussi sur ça. Pourquoi pas des outils qui seraient capables finalement de réparer la barrière intestinale, parce que William l'a dit, cette faiblesse de la barrière intestinale est probablement quelque chose qui est aussi très précoce. Ce qui m'ennuie, ce qui me perturbe un peu, c'est de voir la disparité des biomarqueurs en fonction des groupes de malades. On est en train d'identifier des sous-groupes de malades, pas au diagnostic. On a l'impression que tout converge finalement au moment du diagnostic, mais plus on remonte dans le temps, plus on identifie des groupes qui ont en fait une nouvelle classification sérologique et moléculaire des maladies inflammatoires et de la maladie de Crohn. Par exemple, on a un marqueur qui est les anticorps anti-JMCSF, très fortement associé à la maladie de Crohn, idéal et compliqué au diagnostic, alors que par ailleurs, un autre marqueur, les anticorps alpha-V, bêta-6, très fortement associé, et c'est quasiment opposé à la maladie de Crohn colique et à la RCH. Merci Jean-Fred, on pourra en parler pendant des heures. C'est toujours un plaisir de t'écouter, mais il va falloir qu'on continue. Merci encore un grand merci de t'être connecté avec nous. Ouais, c'était un plaisir. À très bientôt.